Voyons maintenant la formule qui permet de calculer le nombre d'oxydations d'un métal dans un complexe. Vous vous souvenez qu'en chimie organique, pour déterminer le nombre d'oxydations d'un élément dans une molécule, on dissocie de façon fictive la molécule et on attribue les électrons des liaisons qu'on a brisées à l'élément le plus électronégatif. Ici, on va faire exactement la même chose. Quand on dissocie de façon fictive le complexe, comme les ligands sont tous plus électronégatifs que le métal, alors lorsqu'on dissocie les liaisons métal-ligand, eh bien les ligands emportent avec eux les électrons du doublet non-liant. Dans le cas d'un ligand L, comme le ligand L avait apporté les deux électrons qui permettaient de faire la liaison métal-ligand, par définition d'un ligand L, alors ça ne modifie pas le nombre d'oxydations du métal, puisqu'en gros le ligand apporte deux électrons et les reprend lors de la dissociation de la liaison. Par contre, quand on casse une liaison avec un ligand X, comme le ligand X par définition n'avait apporté qu'un seul électron, alors ça va augmenter de 1 le nombre d'oxydations du métal. Finalement, la formule pour calculer le nombre d'oxydations du métal, ce sera donc le nombre de ligands X, puisque chaque ligand X augmente de 1 le nombre d'oxydations, plus la charge, puisqu'évidemment, il faut toujours considérer que le complexe a une charge globale. Pour vous entraîner maintenant à appliquer ces deux formules, eh bien ici on a 4 exemples de complexes. Pour chacun de ces complexes, calculez le nombre d'électrons de valence et calculez le nombre d'oxydations du métal. Et ensuite, peut-être pour continuer à vous entraîner, profitez-en pour essayer de nommer le complexe en donnant son nom complet avec à la suite, entre parenthèses, le nombre d'oxydations en chiffres romains. Je vous laisse faire en mettant pause sur la vidéo et je donne la solution dans quelques instants. Voici la solution. Pour le premier complexe, on vous donne ZFE égale 26. En utilisant la règle de Kleczkowski, on arrive donc à la configuration pour le fer de la configuration de l'argon suivi de 4s2, 3d6, autrement dit 8 électrons de valence. Le monoxyde de carbone, qui est le ligand carbonyle, est un ligand de type L, puisque ce n'est pas un radical. Autrement dit, avec la formule, le nombre d'électrons de valence dans le complexe, c'est M plus 2L plus X moins Q, autrement dit ici 8 électrons apportés par le fer, plus 5 fois 2 électrons apportés par les ligands carbonyles qui sont des ligands L, 18 électrons. C'est plutôt un résultat rassurant puisque 18 électrons, c'est le nombre d'électrons dans un complexe stable. Le nombre d'oxydation du fer, on l'obtient en prenant la charge plus le nombre de ligands X. Ici, comme il y a une charge de 0 et aucun ligand X, on a un nombre d'oxydation de 0. Autrement dit, ce complexe, son nom complet sera pentacarbonyl fer 0. Pour le deuxième complexe, on a du manganèse, Z égale 25, qui cette fois, quand on écrit sa configuration, n'a que 7 électrons de valence. Toujours des ligands L, qui sont des ligands carbonyles. Autrement dit, ici, on tombe pour N égale à 7, plus 6 fois 2 électrons apportés par les ligands carbonyles, moins 1, parce que cette fois, il y a une charge positive, qui veut dire qu'il y a un électron de moins. 18 électrons, on tombe à nouveau sur quelque chose de rassurant, c'est un complexe stable. Le nombre d'oxydation du manganèse ici, c'est 0 plus 1, puisqu'il y a 0 ligand X, et une charge positive, autrement dit plus 1. Le nom complet de ce complexe, ce sera donc l'ion hexacarbonyl manganèse 1. Pour le complexe suivant, on a du rhodium qui a 9 électrons de valence. Le carbonyle est un ligand L, par contre CH3 ici, quand il est neutre dans la méthode du décompte covalent, on écrit CH3 point, et l'iode quand il est neutre I point, donc ce sont des ligands X qui apportent un seul électron. Le nombre d'électrons de valence du complexe, ce sera donc 9 électrons apportés par le métal, plus 2 fois 2 électrons apportés par les 2 ligands carbonyles, plus 4 fois 1 électron apporté par les 4 ligands X, plus 1 puisqu'il y a un électron de plus avec la charge moins, 18 électrons, on a à nouveau un complexe stable. Le nombre d'oxydation du rhodium dans ce complexe, c'est 4 puisqu'il y a 4 ligands X, moins 1 à cause de la charge négative, autrement dit plus 3. Et si je veux nommer le complexe, ce sera donc l'ion dicarbonyl triodo méthane rhodiumate 3. Ici, on voit que rien que d'écrire le nom du complexe, ça nécessite déjà de faire un certain nombre de calculs puisqu'il faut trouver son nombre d'oxydation qui n'est pas si trivial que ça. De plus, pensez bien à mettre les ligands dans l'ordre alphabétique et l'ordre alphabétique sans compter les multiplicateurs comme di ou tri, mais vraiment en prenant juste le nom du ligand. Donc ici, le premier ligand c'est carbonyl, C, le deuxième c'est iodo et le troisième c'est méthane. Enfin, pour finir, le quatrième complexe, donc, qui est un complexe de platine, qui lui a 10 électrons de valence, avec des ligands chloro qui sont des ligands X et un ligand éthène qui est un ligand L. Le nombre d'électrons, c'est donc 10 plus 2 électrons apportés par le ligand L,
plus 3 électrons apportés par les ligands X, plus 1 puisqu'on a une charge moins, on tombe sur 16 électrons. On voit qu'ici on est inférieur à 18 électrons. Ça ne veut pas dire que le complexe ne peut pas exister, mais ça veut dire qu'il aura une certaine réactivité qui ne sera pas aussi stable qu'un complexe à 18 électrons. Le nombre d'oxydation du platine dans ce complexe, c'est donc 3 pour les 3 ligands X, moins 1 puisqu'il y a une charge moins, donc plus 2. Et le nom complet du coup de ce complexe, ce sera l'ion trichloroéthène platinate 2. Voilà, on a vu donc deux formules importantes à retenir, puisqu'on verra par la suite que le nombre d'électrons de valence d'un complexe et son nombre d'oxydation sont importants pour comprendre sa réactivité, et puis également les règles de nomenclature. Donc essayez d'apprendre tout ça, de vous réentraîner. Si vous avez surtout regardé ici le corrigé sans le faire par vous-même, dans ce cas je vous invite à remettre pause sur la vidéo et à réessayer de le faire par vous-même sans l'aide de la vidéo pour vraiment pratiquer. Grand 2, orbital moléculaire de complexe octaédrique à ligand sigma donneur. Dans ce chapitre, on va se limiter au cas de complexes qui ont une géométrie octaédrique, c'est-à-dire avec le métal au centre et 6 ligands disposés autour du métal selon une géométrie octaédrique que vous avez vu dans les règles VSEPR. On utilise la méthode des fragments avec d'un côté comme fragment le métal avec ses orbitales atomiques et de l'autre côté comme fragment les 6 ligands qui forment un grand groupe, un gros fragment avec leurs orbitales moléculaires. Donc on va se limiter au cas de complexes pour l'instant qui sont donc soit de type ML6 soit de type MX6, donc soit entourés par 6 ligands L soit entourés par 6 ligands X, où on considère que L et X sont des ligands sigma donneurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici sigma donneur? Ça veut dire qui interagissent donc avec leur orbitale haute occupée et qui font une interaction avec le métal de symétrie sigma. Petit 1, orbital atomique du métal. On va construire petit à petit le diagramme d'orbital moléculaire et essayer de mieux le comprendre. Commençons par le fragment le plus simple, celui du métal. Donc si on considère un métal de transition, dont les orbitales de valence seraient 4sa 3db, alors les orbitales atomiques qui sont concernées dans la méthode des fragments sont non seulement les orbitales 4s et 3d, mais aussi, attention, les orbitales 4p, puisqu'il ne faut pas uniquement prendre les orbitales de valence occupées, mais il faut prendre les orbitales de toute la couche de valence, y compris celles qui sont vacantes. Donc pour faire le diagramme d'orbital moléculaire du métal, on va considérer donc l'orbitale 4s, la 4px, 4py, 4pz, et puis aussi les 5 orbitales d. Donc pour rappel, dyz, dxz, dxy, dx2 moins y2. Donc ici c'est des petits carrés. Moi j'ai pas fait exactement en détail le fait que c'est des petits carrés, mais c'est dx au carré moins y au carré. Et dz2, donc pareil c'est un z au carré. Alors si vous aviez, comme on n'a pas beaucoup revu les orbitales d, si vous les aviez un petit peu oubliées, je vous invite à les redessiner, de façon à bien vous remettre en tête tout ça. Donc les trois orbitales ici, dxz, yz et dxy, donc c'est comme des trèfles à 4 feuilles. Donc pour dyz, c'est un trèfle à 4 feuilles dont chacune des feuilles ici s'appuie sur les axes y et z, et donc il est dans le plan OYZ. Pour dxz, c'est pareil mais avec le plan OXZ, et pour dxy, encore pareil mais avec le plan OXY. Par contre, pour dx2 moins y2, donc ici on a l'un des lobes qui est selon l'axe des y et l'autre selon l'axe des x. Et pour finir, pour dz2, on a un lobe selon l'axe des z et autour on a un tore, donc selon le plan x, o, y. C'est important de bien connaître ces orbitales et leur géométrie, puisque ça va avoir évidemment de l'importance pour savoir avec quelles orbitales du fragment des ligands elles vont pouvoir interagir. Pour les orbitales moléculaires des ligands maintenant, donc on considère qu'on a ici un ligand simple, c'est-à-dire sigma donneur, il fournit un doublet pour former une liaison sigma avec le métal, en général avec sa HO. Et comme le métal possède en général une lacune, on peut dire que c'est une interaction de type acide-base de Lewis, où la base de Lewis est le ligand, et où l'acide de Lewis est le métal. On va modéliser le ligand sigma donneur par une orbitale atomique de type S seul. Donc on va dire que le ligand, comme il est donneur, son orbitale atomique c'est sa HO, qui est occupée par 2 électrons. Comme il est plus électronégatif que le métal, on va dire que son orbitale atomique est plus basse en énergie que les orbitales atomiques D du métal,
qui sont la HO du métal, hein, on se souvient que le composé qui est le plus électronégatif, en général, va avoir une HO plus basse que l'autre composé. Comme il y a 6 ligands, il va d'abord falloir créer un fragment octaédrique L6, entre guillemets, avec les 6 ligands, pour pouvoir ensuite associer ce fragment avec le fragment du métal. Si on prend le cas le plus simple, où on aurait un ligand hydrogène, donc il nous faudrait faire ce fragment octaédrique H6. Et pour le faire en plusieurs étapes, on va d'abord partir d'un fragment H2 et d'un autre fragment H2 pour former le fragment H4 plan carré. Puis, à partir de ce fragment H4 plan carré et un fragment H2 vertical, on pourra faire le fragment H6 octaédrique. Ça pourrait donner lieu à un exercice, par exemple, qui serait un exercice de méthode des fragments, donc application du chapitre ici Q2 sur la construction de diagrammes d'orbital moléculaire. Ici, pour gagner du temps, on va donner directement le résultat obtenu, qui est ici. Donc, une fois avoir considéré les symétries des différents fragments H2 que l'on a progressivement mis les uns avec les autres pour obtenir le fragment H6 octaédrique, on obtient en bas une orbitale moléculaire sigma 1 comme ceci. Ici, 3 orbitales moléculaires qui ont la même énergie, qu'on va appeler sigma 2, sigma 3 et sigma 4. Et enfin, en haut, 2 orbitales moléculaires également de même énergie, sigma 5 et sigma 6. Maintenant qu'on a obtenu les orbitales du fragment H6 octaédrique, on va le combiner avec le fragment M du métal et voir quelles sont les orbitales qui ont des symétries permettant un recouvrement non nul et donc une interaction entre les orbitales du fragment et les orbitales du métal. Normalement, il faudrait faire un grand tableau de symétrie avec toutes les orbitales de valence du métal, toutes les orbitales de valence du fragment H6 octaédrique pour déterminer quelle orbitale peut interagir avec quelle orbitale. Mais ici, pour gagner du temps, on va directement donner le résultat obtenu en analysant toutefois certains recouvrements clés pour bien comprendre ce qui se produit, en particulier au niveau des orbitales D du métal. Les orbitales D du métal, c'est vraiment celles qui sont les plus importantes, à la fois pour la réactivité du métal, mais aussi pour la réactivité du complexe à la fin. Donc elle, il faut regarder avec un peu plus de finesse ce qui se produit. Donc il y a 5 orbitales D. Et sur les 5 orbitales D, en fait, on peut vérifier qu'il n'y en a que 2 qui donnent un recouvrement non nul avec les orbitales moléculaires du fragment H6 octaédrique. Ça, vous pouvez le vérifier par vous-même. Les 3 orbitales qui sont DXY, DXZ et DYZ, vous pouvez regarder leur symétrie, vous pouvez visuellement les comparer avec les 6 orbitales du fragment H6, elles donneront systématiquement un recouvrement nul. Donc elles, en fait, elles ne vont pas interagir avec les ligands. Par contre, l'orbitale DZ2 et l'orbitale DX2-Y2, elles vont interagir avec les orbitales des ligands, mais uniquement avec, donc pour DZ2, elle va uniquement intervenir avec l'orbitale sigma 6. Là, visuellement, on voit bien qu'il va y avoir un recouvrement positif dans le plan OXY ici, entre le tor et les 4 orbitales ici grises, du fragment H6, et puis un recouvrement aussi positif ici entre ce lobe de phase ici blanche avec les deux lobes blancs, avec les deux orbitales blanches ici. Et puis DX2-Y2 va pouvoir interagir avec l'orbitale sigma 5 du fragment H6 octaédrique. Donc on voit ici que les symétries permettent des recouvrements positifs sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Redessiner ça, c'est important de bien visualiser ça pour comprendre que voilà, il y a 5 orbitales D dans le métal. Sur les 5, il y en a 3 qui ne font pas de recouvrement et qui vont être finalement non liantes. Et puis il y en a 2 qui font des recouvrements, chacune avec une orbitale du fragment H6 octaédrique et qui vont donc former une liante et une antiliante. Au final, on obtient le diagramme d'interaction suivant. Donc c'est un grand diagramme d'orbital moléculaire où on fait réagir à droite ici les 6 orbitales du fragment H6. À gauche ici, toutes les orbitales de valence du métal. Et dans ce grand diagramme, on voit que les orbitales S et P, elles font des interactions. On ne les a pas détaillées, mais elles font des interactions qui vont donner des liantes et des antiliantes. Et les orbitales D, comme on l'a montré, 3 d'entre elles ne vont pas interagir et donc vont devenir non liantes. Et 2 d'entre elles vont interagir pour former des liantes et des antiliantes. C'est pour ça qu'on se retrouve au niveau du bloc D à avoir 3 orbitales qui restent au même niveau et 2 qui montent. Dans la vidéo suivante, on va analyser en détail ce diagramme et les conséquences que ça a sur les propriétés des complexes.